Bonjour et bienvenue pour le off de la Madi Keynote. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce vendredi 26 juin. Il est 10h et nous sommes en direct de la porte de Versailles dans les studios du Terminal 7. Un format tout nouveau, un format inédit que nous vous proposons dans le prolongement des discussions que nous menons dans le cadre de la Madi Keynote. Un premier numéro que nous avons décidé de consacrer à la mobilité durable. Quel sera l'avenir de la mobilité durable? Eh bien, nous allons l'évoquer avec nos différents invités qui ont accepté notre invitation. Mais avant toute chose, mesdames, messieurs, je vous propose bien sûr de partager ce contenu en direct sur les plateformes habituelles et de réagir, bien entendu, avec le hashtag de cette émission, hashtag Madi Keynote. Sans plus tarder, nous recevons notre premier invité. Il est directeur général d'Engie France B2C. Il s'agit d'Hervé Mathieu Ricourt. Merci Pierre, bonjour à tous et bravo Madines, bravo pour cette agilité avoir mis en place une keynote où tout le monde est à distance. C'est un des enseignements de cette crise. L'incroyable agilité dont les collaborateurs ont fait preuve dans les entreprises, dont les gens ont fait preuve chez eux, c'était inattendu et on s'y est tous incroyablement adaptés. Et puis il y a un deuxième enseignement de cette crise, dans le domaine de l'énergie, et puis pour introduire cette nécessité de la mobilité durable qui fait l'objet de notre keynote aujourd'hui. Le deuxième enseignement, c'est qu'on a de la marge de manœuvre. On a de la marge de manœuvre parce que les Français qui ont été confinés auraient dû consommer beaucoup plus. C'est ce à quoi s'attendaient tous. Plus pour leur chauffage, plus pour leur machine, plus pour leur électronique, plus parce qu'ils sont présents à domicile alors que d'habitude ils n'y sont pas. Eh bien, ils n'ont pas consommé beaucoup plus. Et donc on a de la marge de manœuvre. Alors ça tombe bien, parce que cette crise, ça a aussi été un wake-up call, comme disent les anglo-saxons. Un wake-up call sur l'urgence de la transition énergétique. 9 Français sur 10 en sont convaincus. Mais 3 sur 10 seulement savent quoi faire. 9 Français sur 10 en sont convaincus. Et en plus, on sait que pour relancer l'activité, il faut investir, il faut travailler, il faut développer des tas de choses. Et le faire au service de la transition écologique, c'est bien. D'une part, ça va nous aider à économiser du CO2, d'autre part, ça va contribuer à cette relance de l'activité. Donc le bilan de cette crise, c'est, premièrement, on a de la marge de manœuvre. Deuxièmement, c'est un wake-up call, ça a réactivé cette conscience écologique. Et troisièmement, ça va servir le redémarrage. Alors chez Engie, on ne va pas en faire métier de cette crise, parce que ça fait des années que nous nous y consacrons. Ça fait des années que nous proposons aux Français des moyens simples d'entrer dans la transition énergétique, de consommer moins, de consommer mieux. En 2016, nous avons lancé l'électricité verte. Nous n'avions pas un client à l'époque. Aujourd'hui, nous en avons plus de 3 millions. Et on lance aussi le gaz vert. Deuxième aspect, on propose aux Français de remplacer leur équipement vieux par des équipements beaucoup moins énergivores. Une vieille chaudière par une nouvelle chaudière, du fioul par de la pompe à chaleur, des thermostats, des radiateurs intelligents. Parce que nous sommes convaincus, et c'est ce que les Français nous disent, que nous devons rentrer dans ce monde de l'énergie plus durable, plus frugal, plus local. C'est ce que les Français veulent et ils veulent pouvoir agir. 9 Français sur 10 pensent qu'il faut faire quelque chose et 3 sur 10 seulement savent quoi faire. Et nous pensons, Engie, que nous pouvons les aider de 3 façons. D'abord, il faut délocaliser. Nous sommes dans un monde de l'énergie qui est extrêmement centralisé, c'est en train de changer. On peut mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit, produire de l'électricité, la consommer pour soi-même, la partager autour de soi. On doit délocaliser. Et la mobilité électrique permettra aussi de le faire. Ensuite, il faut déconsommer. On vient de le dire. Pendant la crise, les gens auraient dû consommer beaucoup plus et pourtant ils n'ont pas beaucoup consommé en plus. Ça veut dire que le reste du temps, ils peuvent consommer beaucoup moins. On doit les aider pour déconsommer.
Et là, on a un gouvernement qui a été agile, qui dit « je mets tout de suite 150 € sur des thermostats qui permettent pour un client, pour un Français, quand il n'est pas chez lui, de faire baisser sa consommation. » Décentraliser, déconsommer. Et puis le troisième point, c'est découvrir de nouveaux usages, dont la mobilité électrique, pour que les clients l'adoptent, la pérennisent. Et chez Engie, nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup de choses à faire. On ne va pas produire des véhicules, mais tout le reste, on le propose. On vend des véhicules neufs. On vend des véhicules d'occasion. C'est très important, la filière d'occasion, pour lancer le développement d'une activité automobile. On vend des bornes de recharge, on les installe. On propose des forfaits qui permettent de recharger le véhicule pendant la nuit beaucoup moins cher. Et on va même encore plus loin avec notre partenaire WeFound, un Startup Studio. Nous faisons émerger des startups qui accompagnent l'usage au quotidien. Par exemple, le 19 mai, on a lancé Antilope. Antilope, c'est quoi ? C'est ce qui permet, et on en parlera tout au long de cette keynote aujourd'hui, de façon prévisionnelle de savoir combien de kilomètres on peut faire avec sa batterie. Le véhicule le fait bien, mais le véhicule ne prend pas en compte le climat, la circulation. C'est ce qu'on apporte avec Antilope. Donc chez Engie, nous vendons véhicules neufs, véhicules d'occasion, bornes de recharge, nous les installons, nous offrons un forfait, nous apportons des solutions comme Antilope et d'autres. Nous sommes convaincus, et c'est ce que nous apportons aux Français, qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que cette transition dans un monde plus durable, plus local, plus frugal soit possible. Et je remercie Madines pour cette keynote sur la mobilité durable. C'est nous qui vous remercions, Hervé et Mathieu Héricourt, de partager votre vision de l'avenir de la mobilité durable. On va poursuivre ce Off by Madi Keynote avec le débat. Ils ont accepté également notre invitation. Il s'agit d'Alizé Lozakmer pour Make Sense et de Thibaut Fèvre pour Vianova. Bonjour Alizé, bonjour Thibaut. Merci de répondre à nos questions et de participer à ces débats qui, je l'espère, seront bien sûr inspirants. Ma première question va être simple, présenter, pitcher en quelques secondes, Alizé, votre startup Make Sense. Enchantée, bonjour à tous. Donc Alizé, je suis une des cofondatrices de Make Sense. Plus qu'une startup, on est avant tout un mouvement, une communauté. Notre mission, c'est d'accompagner toutes les personnes qui veulent construire une société durable et inclusive, que ce soit les citoyens, avec beaucoup de programmes de formation et de sensibilisation citoyenne, que ce soit des entrepreneurs, avec un incubateur et un fonds d'investissement, ou que ce soit des entreprises qu'on accompagne via leurs collaborateurs à se transformer. Thibaut, vous êtes créateur de 2 startups. On va bien sûr se concentrer sur Vianova, mais vous avez également créé Spark Horizon. On en parlera, on y reviendra dans quelques instants. Avant tout, pitchez-nous Vianova. Bien sûr, donc je suis Thibaut Fèvre, le cofondateur et COO de Vianova. Vianova est une plateforme de gestion de données de mobilité qui permet aux villes de mieux comprendre, mieux contrôler et mieux réguler les nouvelles mobilités connectées et partagées. Aujourd'hui, nous sommes le leader européen de la gestion de ces données de mobilité. On travaille avec une quinzaine d'opérateurs de mobilité et avec 6 villes majeures en Europe. Alors Thibaut, vous hébergez au sein de Vianova un laboratoire, un observatoire de tendances des mobilités. Pouvez-vous nous dresser un bref paysage de la mobilité en France et en Europe ? Actuellement, donc, la crise qu'on vient de traverser a créé un petit peu un choc systémique au niveau des nouvelles mobilités. On a vu notamment une baisse drastique de l'offre et de la demande de ces mobilités, de l'ordre de 60 à 90% selon les villes. On a également vu notamment une baisse du déplacement en voiture de l'ordre de 80%. Ce qu'il faut regarder aujourd'hui et ce qu'il faut avant tout éviter, c'est de revenir à la situation d'avant, revenir au tout voiture. La situation qu'on a vécue au cours des derniers mois a permis d'envisager un nouveau futur en termes de mobilité, et on voit que certaines villes ont déjà lancé des plans de relance verte. Certains opérateurs ont revu leur business model. Donc je pense que c'est une période charnière qu'on est en train de vivre. Alizé, pour Make Sense, avez-vous observé des initiatives portées dans le sens de la mobilité sur Make Sense ?
On observe pas mal d'initiatives dans le sens de la mobilité, surtout depuis 1 ou 2 ans. Et nous, ce qu'on voit beaucoup de par notre ADN, c'est toutes les initiatives qui visent à avoir un impact sur les conséquences sociales et sociétales de la mobilité. Donc on voit beaucoup de projets qui visent à développer la mobilité dans les zones périurbaines ou dans les zones rurales, où il y a un vrai enjeu d'accessibilité de la mobilité et de facilitation. Beaucoup de projets aussi qui renforcent le rôle de l'entreprise dans la facilitation des déplacements pour les collaborateurs, là où historiquement c'est plus les collectivités qui gèrent les différents systèmes de bus, etc. On voit notamment dans les systèmes de covoiturage un fort rôle des entreprises et de regroupement d'entreprises qui se développent. Et on voit évidemment une énorme tendance au partage et à la création de liens sociaux à travers la mobilité. Alors 70% des Français se considèrent comme éco-responsables, ceux qui désirent diminuer leur empreinte carbone, ceux qui désirent agir en faveur de l'environnement. Et pourtant, quand il s'agit de franchir le pas, quand il s'agit d'acquérir des équipements moins énergivores, il y a des réticences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces freins, ces réticences, Hervé Mathieu-Ricourt? Beaucoup de choses doivent permettre de changer. Dans le cas de la mobilité électrique, il y a des idées reçues. Les clients, les Français se disent c'est pour des distances courtes. Ils ont peur de ne pas trouver de borne de recharge s'ils font des distances longues. Ils pensent que c'est très cher. Donc la première réticence, c'est simplement d'expliquer. C'est que les gens soient convaincus, et c'est vrai dans tout le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, nous, on le voit très bien, on vient de lancer ce qu'on appelle un programme d'engagement. Mon programme pour agir. On dit aux gens, vous savez quoi, on peut vous faire gagner des points, et c'est mieux pour la planète, on va vous expliquer comment. Un des premiers moyens pour les gens de gagner des kilowatts, c'est tout simplement de comprendre ce qu'ils peuvent faire. Donc dès qu'ils lisent du contenu sur la façon d'économiser de l'énergie, on leur donne des kilowatts, et on sait que ça marche. Donc je crois que la première explication, c'est qu'il faut que les gens sachent, comprennent ce qui se passe, comprennent ce qui va bien, et ce faisant, gagnent de la confiance. Et nous avons tous un gros rôle d'explication, de pédagogie, de même que les pouvoirs publics. Deuxième réticence, deuxième explication, c'est aussi parfois la simplification d'un certain nombre de choses, notamment administratives. Dans l'exemple du panneau photovoltaïque dont je parlais tout à l'heure, qu'on met sur son toit, en France, il faut 6 mois pour obtenir toutes les autorisations. Je vous passe lesquelles. Dans d'autres pays, il faut 6 semaines. Et ce qui est vrai pour le panneau solaire qu'on met sur ce toit est vrai sur d'autres types de sujets dans le véhicule électrique. Obtenir un certain nombre d'aides, c'est aussi compliqué. Donc c'est vraiment le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est des aides tout court. Je citais l'exemple là, du thermostat récemment promu par des aides gouvernementales à 150 €, mais voilà de très bonnes idées. Parce que 150 €, ce n'est pas grand-chose, on a l'impression. Mais vous savez quoi ? Ça fait la différence entre la pose du thermostat gratuit et la pose du thermostat pas gratuit. Et ça change tout. Et bien dans la mobilité électrique, c'est pareil. Il y a plein de choses où, en apportant des aides, on fera la différence entre ça ne valait pas le coup d'y aller, puis maintenant ça vaut vraiment le coup d'y aller. Donc voilà, me semble-t-il, les 3 points à lever. Beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications, réassurance, parce que comme vous le dites, les Français, ils veulent. Le deuxième, beaucoup de simplification. Et puis le troisième, des aides bien ciblées au bon endroit pour déclencher un changement du business model. Dans les enquêtes d'opinion, l'écologie qui est devenue la préoccupation principale des Français, 26% des Français considèrent que l'écologie est la préoccupation la plus importante devant le chômage, devant l'insécurité. Alizé, même question, pourquoi y a-t-il des freins ? Je rebondis tout à fait sur ces différents freins identifiés et j'irai même plus loin en disant qu'il y a un changement à faire dans le type de véhicule, mais aussi même dans le type de mobilité qu'on utilise. Et donc, en plus il y a effectivement un enjeu de connaissance. Comment est-ce que je peux aller d'un point A à un point B en utilisant parfois du multimodal, mais que ça soit simple et pratique pour moi en continu. Et après, je trouve qu'il y a un vrai changement de récit qu'on a apporté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore et encore plus hier, avoir un véhicule, c'est un signe de reconnaissance sociale, c'est un signe de positionnement. Et donc demain, il faut que le véhicule électrique devienne le nec plus ultra du véhicule et qu'on soit fier d'avoir un véhicule électrique et encore plus qu'on soit fier d'avoir un super vélo
ou qu'on soit super fier de faire du covoiturage. Et ça, sur tous les enjeux de société qu'on voit aujourd'hui, il faut changer ce récit pour créer en fait de l'adhésion et de l'attirance vers ça, et que ça soit plus juste une question de prix ou d'arguments rationnels. Je pense qu'il y a une part aussi d'imaginaire qu'on doit transformer sur la mobilité. Déconstruire les mythes du véhicule électrique, faire de la pédagogie. Vous rejoignez Hervé Mathieu-Ricourt et Alizé. Thibaut? Tout à fait, et je peux également rajouter quelque chose. Aujourd'hui, il y a un réel changement de paradigme. Pendant des décennies, on a eu ce but du véhicule individuel. Aujourd'hui, comme le disait Alizé, le véhicule individuel n'est plus nécessairement une marque de reconnaissance sociale. Et aujourd'hui, la mobilité partagée apporte une réelle solution viable sur le long terme pour un avenir plus durable. Pour rebondir sur ce que disait Hervé Mathieu en termes de déficit de pédagogie, aujourd'hui il y a également d'autres déficits, notamment il y a un déficit de transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir une multitude d'offres de recharge, par exemple. Vous allez avoir des recharges publiques ou des recharges payantes, et vous allez vous retrouver à payer votre première heure de recharge 1 € et ensuite votre deuxième heure de recharge 30 €. Donc forcément, l'utilisateur final est perdu. Deuxièmement, il y a un manque en termes de choix de l'offre. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une volonté politique très forte au niveau de la mobilité électrique, mais il y a un manque de volonté industrielle et économique pour proposer un large choix de véhicules électriques aux utilisateurs finaux. Alors, 200 000, c'est le nombre de véhicules qui circulent en France quand la France, en 2019, vend 2,2 millions de véhicules essence ou diesel. On parlait également de ces bornes de recharge. On doit, à l'horizon 2022, installer 100 000 bornes de recharge. Vous en parliez précédemment. Il y a à ce jour près de 30 000 bornes, donc on est très loin du résultat. Vous, avec votre expérience, vous aviez monté Spark Horizon, qui a dû fermer ses activités. Parlez-nous de Spark Horizon et les raisons pour lesquelles vous les avez fermées, ce qui explique aussi un début de réponse sur ce phénomène de lenteur. 100 000 bornes, on est au premier trimestre 2020 à 30 000 bornes. Alors bien sûr, oui, c'est clair, on stagne. Nous, quand on a démarré Spark Horizon en fin 2017, début 2018, on était à 25 000 bornes. Aujourd'hui, on est à 30 000 bornes. Donc, je vous laisse faire le calcul, 5 000 bornes de plus en 2 ans. Pour préciser, donc, on a fermé les activités de Spark Horizon en France, mais on les continue en Suisse, pays dans lequel on a trouvé un marché plus attractif. Les enseignements qu'on a pu tirer de cette expérience, ils sont notamment en termes de product market fit. On s'est rendu compte qu'en France, comme on sait, il y a énormément de subventions publiques pour favoriser l'installation de bornes de recharge. Mais en contrepartie, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque de volonté de la part des foncières, qu'elles soient publiques ou commerciales, qui reçoivent ces subventions pour installer des bornes de recharge. Il y a un manque de volonté économique, c'est-à-dire d'atteindre un business model qui soit viable sur le long terme. Donc on installe des bornes et si ces bornes perdent de l'argent, ce n'est pas grave puisqu'elles ont été subventionnées. Donc à la différence de la Suisse où là on a vu qu'il y avait une réelle volonté économique de faire du profit sur ce type d'infrastructure et aussi sur le fait que les taux publicitaires en Suisse sont plus élevés. Car tout le point central de notre business model chez Spark Horizon, c'était de financer ces infrastructures de recharge par de la publicité à travers des écrans publicitaires directement intégrés aux bornes de recharge. Hervé Mathieu, pour Engie, vous commercialisez des bornes de recharge électrique pour les particuliers. Ça, je suppose, accélère un petit peu ce phénomène de lenteur que l'on observe concernant l'installation de cet objectif à 2022, 100 000 bornes sur le territoire métropolitain français. C'est l'idée que j'évoquais tout à l'heure et qu'on a besoin de rassurer des gens. 8 sur 10 sont intéressés.
quand même, dans ce secteur, tout est au vert. Tout est au vert. Hein. Je crois que dans les pays du Nord, la Suède, si je ne me trompe pas, on en est à 20% de vente de véhicules électriques. Tous les constructeurs, on a un peu plus tard dans cette keynote une présentation de BMW, si je ne me trompe pas, tous les constructeurs ont maintenant des gammes extrêmement larges. Donc les Français en veulent, les gammes sont là, l'activité se développe dans d'autres pays qui ne sont pas si loin de chez nous, hein. La Suède, ce n'est pas très très loin. La France est un pays géographiquement central, donc on va voir de plus en plus de gens venir, il va y avoir une exigence de plus en plus forte sur ces sujets. Tout est au vert. On doit tout débloquer maintenant un par un. Et c'est pour ça qu'on a, nous, tous les petits problèmes qui subsistent. Ce n'est pas pour les minimiser. C'est juste qu'ils sont en train de nous entraver dans ce qui pourrait être une véritable explosion des achats, de l'utilisation, et donc un facteur de croissance. Et en plus, c'est vraiment génial, c'est ce qu'il faut, parce que ça va faire, hein, c'est un tiers de la production de CO2, hein, le transport des particuliers, 32-33%, quoi. Or, un véhicule électrique, on pense que c'est à peu près un tiers de la dépense en CO2 d'un véhicule thermique. Donc rêvons un peu, si tout est électrique, on a divisé par 3, hein, on a divisé de 20% la production en France, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Donc on doit tout débloquer, et cette approche que nous souhaitons adopter avec la proposition de borne que vous avez dit, qui s'accompagne de tout le reste, c'est ça qui nous semble très important. On dit aux Français, bon, tu as envie d'avoir un véhicule électrique, vous êtes 8 sur 10 à le dire. Bon, allez chez un constructeur, parce que ça, nous, on ne le fera pas, mais tout le reste, venez chez nous. La borne, l'achat, la pose, le forfait, les outils d'aide à la conduite, les outils d'aide au recyclage de la batterie, la vente. Ça fait partie, on doit avoir des approches sur ces sujets de mass market. Et dans le mass market, il faut que tout soit parfait. Alors l'État verse-t-il une prime aux Français et aux Françaises qui souhaitent s'équiper avec une borne électrique? Alors, sur ce sujet, comme sur d'autres, l'État fait de beaux efforts. Je vous évoquais la partie sur les thermostats à domicile. Il y a aussi une prime sur l'installation de bornes, 300 € de mémoire. Ce qui est très important sur ces sujets de primes, ça fait partie de l'évolution dont on a besoin. Pédagogie, simplification de tout un tas de choses et des aides aux bons endroits, mais qui soient massives et durables. Massives et durables. Pas d'exclusion. Il ne faut pas qu'on fasse des dossiers avec 4 coches. Non, non, c'est borne égale aide. Et il faut que ça soit avec une vision de long terme pour qu'un acteur économique, quand il fait quelque chose, il lui faut 2 mois pour comprendre, 3 mois pour mettre en œuvre, 6 mois pour fiabiliser, et au bout d'un an, ça déroule, ça déroule, ça déroule. On ne peut pas arrêter des mécaniques d'aide au bout d'un an. Donc c'est des super démarrages qui ont été faits, on cite ces 2 exemples, avec des montants qui restent raisonnables, 150 € pour des thermostats, 300 € pour une borne, c'est plus pour des véhicules. Maintenant, l'effort à avoir, c'est soyons massifs, donc pas d'exclusion de faut tel et tel type de règles pour accéder à l'aide, et ayons une vision de long terme. Alors, est-ce que vous avez vocation, vous, Engie, à déployer, distribuer des kits de rétrofit? Ce sont des solutions qui permettent de transformer des moteurs thermiques en moteurs électriques. Bon, vous pourriez être marketeur chez nous, hein, parce que, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire ce qui nous a amené à développer, par exemple, avec notre startup studio WeFound, certaines startups, je citais Antilope tout à l'heure. Pourquoi on a développé ces startups? Mais c'est parce que les clients disent « Ouais, moi, quand je suis dans le véhicule, je sais qu'il y a un indicateur de durée de la batterie, mais je ne devrais pas le dire, je n'ai pas confiance. » Et donc, on s'est rendu compte, passez-moi l'expression là, anglo-saxonne, c'est un pain point. Il faut le lever, ça, parce que si on ne règle pas ce problème, le consommateur n'ira pas. Le résultat, Antilope. Ce que vous dites, c'est un autre pain point. Ben moi, je rêve qu'une start-up se développe pour mettre en place ce rétrofit, et nous, Engie, on sera les premiers à les accompagner. Et le message est passé, elles sont nombreuses à nous bien regarder passé, en direct pour ce premier numéro du Off by Madi Keynote. Parlons de mobilité douce avec vous, Thibaut. On parlait de Spark Horizon, mais on va parler également, bien sûr, de Vianova. Quelles sont vos réflexions pour accompagner la mobilité douce avec Vianova notamment? Alors nous, on accompagne le développement des mobilités douces en aidant en fait justement les villes
à mieux collaborer avec les opérateurs de ces nouvelles mobilités. Notamment, je vais citer en exemple les nouvelles mobilités connectées et partagées, de type trottinette, vélo électrique, etc., qui ont un petit peu envahi les trottoirs au cours des 2 dernières années et qui génèrent à la fois des bénéfices utilisateurs, mais qui génèrent également certaines crispations au niveau des villes et puis même au niveau des citoyens, du fait des trottoirs encombrés. Donc nous, à travers notre plateforme, on aide les villes à mieux collaborer avec ces opérateurs. Comment ? En collectant les données générées par ces nombreux véhicules et en les traitant, les enrichissant et en leur donnant du sens pour que les villes puissent définir de meilleures politiques d'urbanisme, par exemple. Là, vous êtes déployé sur combien de villes en France, par exemple ? Alors aujourd'hui, on est essentiellement déployé en dehors de France, donc on travaille avec 6 villes européennes. On travaille notamment avec Bruxelles, avec Zurich, avec Stockholm, avec Helsinki, avec Faro et Bâle. Les premiers retours à date que vous pouvez nous faire ? Les premiers retours sont très bons et il y a une réelle demande des villes pour développer plus de fonctionnalités sur ce type de plateforme. La plateforme à date a permis à certaines villes de mieux comprendre les usages, notamment pendant le confinement. Ça a donné certaines sources essentielles d'informations sur le paysage de la micromobilité dans ces villes pendant le confinement. Et il y a d'autres besoins auxquels répondre. Vous avez travaillé de près, vous, avec les collectivités territoriales, sur les Exactement. mises à disposition de flottes auprès Alors, pas sur les mises à disposition de flotte à proprement parler, mais on travaille étroitement avec les collectivités et les opérateurs dans la mise en place, par exemple, d'un cadre légal d'opération de ces flottes sur le territoire de la ville. Donc, on aide la ville notamment à rédiger conjointement avec les opérateurs des accords de licence qui permet à ces opérateurs d'opérer dans la ville en échange d'un certain nombre de mesures telles que le partage de données par exemple. Alizé, sur Make Sense, quelles sont les initiatives qui sont portées en faveur de la mobilité douce ? On a plusieurs initiatives d'entrepreneurs ou de start-up qui viennent répondre à des enjeux, pas forcément du véhicule électrique, mais plus de ce que j'exprimais tout à l'heure, de l'accès à la mobilité. Donc, notamment l'initiative ECOV qui s'inspire des modèles de lignes de bus, mais crée des lignes de covoiturage, donc vise à un peu standardiser le covoiturage sur certaines lignes et qui est en partenariat avec pas mal de collectivités. Donc c'est très simple, il y a une application et puis les voitures passent sur la ligne qui a été définie et puis s'il y a des covoitureurs qui se manifestent, ils s'arrêtent. Ou encore une initiative qui s'appelle Achou, mais qui vise à créer plus de partage de voitures dans les zones vraiment rurales. Et puis après, nous, plus spécifiquement, Make Sense, on a mobilisé l'an dernier en partenariat avec BMW notre communauté dans 10 villes pour faire émerger les projets qui existaient sur ces territoires et voir quelles étaient en fait les tendances et les appétences des citoyens pour ces sujets-là. On a repéré plusieurs choses. La première qui est que la mobilité reste un sujet très systémique et là on le voit, c'est des acteurs privés, c'est des collectivités. Et les citoyens ont parfois un petit peu du mal à s'y retrouver. Et puis la mobilité, ça touche en fait à un confort de vie et en fait on voit aujourd'hui il y a d'autres thématiques comme le changement de l'alimentation qui sont beaucoup plus simples que les changements de mobilité parce qu'on touche quand même à quelque chose qui est intrinsèque, qui est sa liberté et on est une génération pour qui la liberté de voyager partout dans le monde est très importante. Et pour revenir sur le premier aspect, ce qu'on a beaucoup encouragé, c'est la réunion en fait lors de forums ou lors d'ateliers de travail des acteurs du territoire. On le fait notamment avec le WWF sur des plans climat locaux, les acteurs du territoire, les entreprises, les PME, les collectivités et les citoyens aussi, pour permettre de créer des solutions ensemble et sortir le citoyen de son seul rôle de consommateur. Parce que oui, on peut consommer et demander un véhicule électrique en concession, mais en fait, on peut aussi demander à son entreprise de mettre en place des plans. On peut aussi se réunir et aller voir sa collectivité pour demander à installer des bornes. Et nous, on incite beaucoup tous les gens qu'on engage à dire outre votre consommation, vous avez plein d'autres façons d'agir et de faire pression bienveillante pour que notamment ce sujet des bornes peut-être s'accélère. On voit à travers votre témoignage que c'est un secteur qui est en plein mouvement. On parlait de cette application.
quels sont aussi le recul qu'on peut avoir au-delà de l'idée originale, de l'idée audacieuse, de l'idée novatrice. Comment on transforme l'essai pour en faire un cas d'usage collectif? Bon, alors c'est des sujets classiques pour les startups. Il y a évidemment celui du modèle économique. J'en parlais tout à l'heure, des projets comme Ecov ou comme Klaxit, par exemple, ont un modèle économique assez hybride entre les collectivités, les utilisateurs et les entreprises. Et les entreprises aussi qui aujourd'hui sont prêtes à payer pour financer la mobilité de leurs collaborateurs. L'autre sujet, celui de la masse critique. Quand on a un projet comme Ecov qui en fait, a besoin d'une masse critique à la fois de voitures qui passent et qui offrent le service et puis de gens qui viennent. Et donc, c'est comment faire monter progressivement cette masse critique des deux côtés pour qu'il n'y ait pas de déception. Et là, il y a tout un enjeu de... Outre un service de covoiturage, Ecov, en fait, ce sont des communautés sur les territoires de gens qui ont envie de changer leurs pratiques de mobilité, mais peut-être d'autres choses. Et donc, nous, on les accompagne beaucoup à... c'est ce que je disais tout à l'heure, quel est l'imaginaire autour de ça et pourquoi est-ce qu'on a envie de se retrouver autour du covoiturage. Peut-être qu'on partage d'autres valeurs. Et comment Ecov se fait aussi le porteur de toutes ces autres valeurs pour créer des vrais mouvements qui permettent d'attirer beaucoup plus de gens. On a bien compris que l'accompagnement a été central pour pouvoir développer ce type d'usage avec les pouvoirs publics, mais également avec les grands groupes. Et ma question va tout naturellement se diriger vers vous, Hervé Mathieu. On n'avait pas imaginé qu'en 2008, Engie serait sur le marché de la voiture électrique. Vous avez développé votre métier de fournisseur d'électricité pour être sur une stratégie d'accompagnement de véhicules électriques. Comment faites-vous pour challenger votre startup studio WeFound? Comment travaillez-vous avec votre partenaire? Alors, on apprend en permanence. WeFound est jeune, c'est un startup studio. J'invite tout le monde avec qui nous collaborons depuis, de mémoire, 3 ans, très peu de temps. Et d'où c'est venu? Mais je crois que le grand penseur du sujet, un des grands penseurs du sujet, c'est Navi Raju. Il est intervenu à la Madi Keynote de janvier. Il dit, voilà, l'innovation est partout. Et aujourd'hui, un grand groupe, c'est vrai pour des startups, mais il leur faudra plus de temps, doit être capable de capter partout cette innovation et de mettre en œuvre la meilleure façon de la développer. Et il y a des sujets, ce n'est pas à nous d'essayer de les développer. Il faut, passez-moi l'expression, qu'on ait un partenaire qui nous disrupte. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'ils prennent des paris qui peuvent nous faire mal, mais qui sont sur la longue route quelque chose qui peut nous accompagner. Et au fond, c'est comme ça qu'on travaille avec notre partenaire WeFound. On s'est dit ensemble, on va vous donner de l'argent pour que vous ayez des idées qui nous challengent tellement que ça peut remettre en question notre business model. Et qu'est-ce qu'on a découvert? C'est un peu une grande surprise. Au fond, allez sur nos plates-bandes, c'était ça l'idée, vous avez le droit, quoi. Ils viennent de se concentrer en 2-3 ans sur une plate-bande qu'est la mobilité électrique. Parfois, ça ne dérange pas notre plate-bande. Antilope, dont je parlais tout à l'heure, ça ne dérange pas du tout notre plate-bande. Il y en a une autre, la certification de la batterie, c'est très important. Quand vous voulez revendre votre véhicule, la première chose que l'acheteur va vous dire, à l'occasion, mais ta batterie, elle fonctionne ou pas? Ah ouais, elle fonctionne. C'est mieux d'avoir un certificat. Qu'est-ce qu'a fait notre startup studio? Ils ont inventé une nouvelle startup qui s'appelle la Belle Batterie et qui donne un certificat. Et c'est ça qui a été extrêmement fructueux, c'est qu'on a accepté de lâcher la bride, de donner de l'argent à quelqu'un en lui disant « tu as le droit de venir faire du business sur nos plates-bandes » et nous ne faisons que nous en féliciter. On aura d'ailleurs l'occasion de présenter les 3 startups en question dans la suite de cette émission. La question que j'ai envie de vous poser également, c'est de savoir comment on entre dans un marché tout à fait nouveau pour Engie. On l'a beaucoup évoqué. Que nous disent les clients? Que nous disent les Français? C'est le point de départ. Et là, on constate qu'il y en a 8 sur 10 qui ont envie de basculer dans le véhicule électrique. On constate qu'on est légitime. On est un énergéticien, parler d'électricité. Un jour, on parlera d'hydrogène et on sera là, nous aussi. Donc, on a des Français qui nous disent ce dont ils ont envie. On a une conviction stratégique que j'évoquais tout à l'heure, qui ne date pas de cette crise, qui est bien antérieure. C'est qu'on doit accompagner les Français, et en particulier nos clients, dans un consommer moins, dans un consommer mieux, pour réussir une transition écologique. Écouter nos clients, écouter les Français, une conviction stratégique de long terme. Et puis ensuite, on apprend au fil de l'eau, notamment avec des partenaires comme WeFound,
C'est peut-être les trois grands piliers de ce développement que nous avons. Conviction stratégique, écoute des Français et des clients, et apprendre avec des partenaires. Alors Thibaut Fèvre, alors je parlais précédemment de votre expérience avec Spark Horizon. Vous êtes déplacé du marché du véhicule électrique vers les mobilités douces. Est-ce qu'il y a des différences, des similitudes entre ces deux marchés en termes d'approche? Est-ce que vous avez pu bénéficier de cette expérience sur le véhicule électrique pour déployer votre solution sur la mobilité douce? Alors pour parler de la mobilité douce, dite partagée, oui, il y a des similitudes, et ces similitudes sont essentiellement opérationnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déployer des réseaux d'infrastructures de recharge, c'est un métier qui est extrêmement coûteux et physique, notamment en termes de ressources techniques, financières, humaines. Et le rapprochement qu'on pourrait faire avec les opérateurs de micromobilité, par exemple, c'est sur la partie opérationnelle. C'est-à-dire que ces flottes de véhicules, il faut les dispatcher, il faut les recharger, il faut les récupérer, etc. Donc il y a vraiment une similitude là-dessus et on le voit notamment récemment, Uber s'est séparé de ses activités Jump, donc les trottinettes et les vélos, et les a cédés à Lime. Et en fait, c'est naturel comme move, parce qu'au final, d'un côté, on a une plateforme, donc Uber, et de l'autre, on a des opérations, donc la gestion de flotte de micromobilité, qui ne demandent pas du tout la même expertise et qui ne demandent pas du tout le même type de ressources. Même question, Hervé Mathieu. Vous êtes-vous inspiré de l'expérience dans la distribution d'équipements tels que les chaudières, tels que les thermostats, dans la distribution des bornes de recharge électrique pour les particuliers? Alors ça, c'est un truc très intéressant, c'est que on a 200 agences en France chez Engie, avec des techniciens qui, tous les jours, interviennent chez des clients sur des installations, de la maintenance, de pompes à chaleur, de chaudières, de radiateurs intelligents ou pas, de thermostats, etc. Donc on a des techniciens sur le terrain dont le goût, l'intérêt, c'est la technique dans le domaine du chauffage, de l'énergie chez le client. Et là, on observe quelque chose de particulièrement fascinant qui donne beaucoup d'espoir sur le développement de ce secteur. C'est que nos techniciens, nos patrons d'agence, ils veulent se lancer dans l'installation et la gestion des bornes de recharge électrique. C'est très intéressant. Parce qu'une équipe technique, un directeur d'agence, son kiff, passez-moi l'expression, c'est de travailler sur ce qu'il connaît. Une fois qu'il est passé à une autre technique, il sait faire. Mais il y a souvent un pas un peu plus important, un peu plus long, et d'adoption psychologique pour le technicien, à basculer sur quelque chose de nouveau. Et la borne électrique, c'est nouveau. Et bien là, pourtant, ils nous disent, attendez, ça, c'est notre métier. On en veut. On veut le faire. On sent que les clients le veulent. Ben, c'est porteur de beaucoup d'espoir et, comme tu le disais, Pierre, ça montre bien que d'être présent dans l'installation, chez le client, des équipements de chauffage et d'énergie, ben, c'est la base de départ idéale pour rentrer dans tout ce qu'on a à faire dans le domaine de l'énergie que j'évoquais tout à l'heure. On doit délocaliser la production d'électricité, on doit déconsommer, aider les gens à avoir les outils pour le faire, et on doit découvrir et faire adopter de nouveaux usages. Eh bien, dans l'énergie, ça passe par une présence locale, des agences, des techniciens, des gens qui font chez les clients. C'est une base de départ que nous avons chez Engie et que nous sommes en train de transformer, de faire évoluer, précisément sur le domaine du véhicule électrique, de la mobilité au sens large, et avec une adhésion, un désir de nos équipes techniques. C'est très, très, très inspirant, et en plus, c'est porteur de beaucoup d'espoir. C'est se réinventer, c'est ça? C'est se réinventer, ça veut dire que ça va marcher. Si les équipes techniques en veulent, ça marchera. On a beaucoup de choses, encore une fois, à régler. La pédagogie, la simplification, tout un tas de choses, notamment les mesures administratives, les aides ciblées, mais massives et de long terme. Mais enfin, si les équipes techniques de ce pays se disent, là, il faut qu'on y aille, bah, une grande partie du chemin est déjà fait, puisque par ailleurs, on a 8 Français sur 10 qui disent « moi j'ai envie d'y aller ». Tout est là, on n'a plus
qu'à faire monter en puissance cet écosystème de la mobilité. On sait que ce n'est pas simple, mais tout y est. Alizé, les perspectives de développement de Make Sense, quelles sont-elles? Je pense qu'il y a un vrai enjeu, on vient de le voir, de plus sensibiliser et accompagner toutes les personnes, notamment qui veulent changer leur pratique de mobilité ou avoir un impact sur ces sujets. Nous, on a des programmes de formation-action qu'on appelle Réaction, qui sont en plusieurs étapes et qui permettent à toutes les personnes qui participent de comprendre un peu quels sont les enjeux, les tenants et aboutissants, et puis qui les guident sur une semaine, plusieurs semaines, sur quelles sont les actions qu'elles peuvent mettre en place pour avoir un impact sur les enjeux de la mobilité, avec à chaque fois plusieurs niveaux, des niveaux très simples de qu'est-ce que je peux changer moi dans ma consommation, et puis au fur et à mesure des niveaux un peu plus complexes pour avoir un impact un peu plus sur le système, entre guillemets, et qui peut passer par ce que je mentionnais tout à l'heure, aller demander un plan de mobilité à son entreprise, se regrouper pour aller demander à sa mairie d'installer une borne. Et je pense que sur les enjeux de la mobilité, ça s'inscrit dans un... Enfin, pour les citoyens qui ont envie d'agir, ça s'inscrit dans le contexte plus global de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de l'environnement, et avec aussi l'envie de le raccrocher à des problématiques que vivent les gens. Et la mobilité, c'est notamment la pollution de l'air, et c'est notamment aussi le confort de vie et la qualité de vie. Donc voilà, tout ça nous permet très certainement de lancer dans les prochains mois des programmes de formation-action sur ces sujets-là, en parlant à ce que les gens attendent, notamment environnement, pollution de l'air, qualité de vie. Avec pour objectif de toujours développer sa communauté. Exactement, et qu'il y ait toujours plus de gens qui s'engagent sur ce sujet-là avec des actions très concrètes et aussi des actions un petit peu plus long terme. Thibaut, pour Vianova, vous travaillez avec les collectivités territoriales. Avez-vous d'autres partenariats stratégiques en cours? Alors oui, on travaille avec les collectivités territoriales, mais également avec les opérateurs privés de micromobilité. Aujourd'hui, nous, nos objectifs, c'est de continuer notre expansion européenne, donc continuer de travailler avec plus de villes et plus d'opérateurs européens, mais aussi d'initier une présence plus forte sur le territoire français. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place progressivement un projet d'étude des flux logistiques avec la ville de Paris. Donc j'espère pouvoir faire des annonces sur ce sujet prochainement. Et sinon, renforcer nos partenariats avec les opérateurs privés et publics. Notamment, aujourd'hui, on est en discussion avec le groupe RATP pour trouver des synergies. Hervé Mathieu, vous avez noué des partenariats stratégiques avec des constructeurs. Est-ce qu'on peut parler là, justement de tout ce que vous mettez en place à l'heure actuelle pour la mobilité électrique? Bien sûr, donc comme je vous l'évoquais, donc la seule chose qu'on ne fait pas, c'est fabriquer des véhicules électriques. Donc on a besoin de partenariats. On met tout le reste en place pour le client, la vente, neuf, occasion, les bornes de recharge, la pose, l'achat, toutes les aides à la conduite, les partenariats qui permettent sur une batterie ensuite d'avoir de la certification. Mais on a absolument besoin de véhicules. Et donc, on veut des partenaires qui fabriquent des véhicules. C'est un métier fantastique. On a des très grands constructeurs en France, en Europe. Donc oui, on a des partenaires avec des constructeurs. Je les invite d'ailleurs à venir nous revoir. On rêve d'enrichir sur notre site web la proposition de valeur qu'on fait aux clients. Et dedans, évidemment, le véhicule est en majesté. Ça tombe bien puisque dans quelques instants, nous allons accueillir un constructeur qui partagera à nos côtés son point de vue. Avant cela, le mot de la fin pour conclure ce débat. Alizé, vous avez 30 secondes, le mot de la fin au sujet de l'avenir de la mobilité durable. Je pense que l'avenir de la mobilité durable, c'est avant tout une histoire d'aventure collective et c'est pas il faut que les citoyens, les consommateurs consomment mieux, il faut que les entreprises se bougent, etc. Je pense que et on le voit avec notre panel, il manque juste une collectivité, mais voilà, chaque acteur a vraiment son rôle à jouer et au plus les acteurs arriveront à jouer de concert, à mon avis, au plus rapidement on ira sur ces sujets-là. Ne pas faire culpabiliser également le consommateur et les Françaises et les Français, c'est ce que vous me disiez aussi en préambule du offre de la Tout à fait, le consommateur, il est parfois au bout de la chaîne et donc en fonction de toutes les incitations, de tous les dispositifs avant, évidemment qu'il y a le facteur prix qui joue, donc ne pas culpabiliser et après se dire que, outre être consommateur, mais je l'ai dit plusieurs fois, on a d'autres façons d'avoir des leviers sur ces sujets. Thibaut Fèvre, le mot de la fin. Alors moi je pense qu'en effet, un des enjeux majeurs, c'est l'aspect collaboratif. Il faut renforcer la collaboration et la communication entre les différents acteurs, à savoir les collectivités territoriales, les opérateurs publics, mais aussi les opérateurs privés qui ont malheureusement été trop souvent mis dos à dos au cours des dernières années.
Et on a besoin de cette collaboration pour arriver en fait à offrir à l'utilisateur final une offre de mobilité servicielle et multimodale. Avec Mathieu, le mot de la fin. On va se mettre modestement mais fermement au service des deux mots que vous avez employés, l'imaginaire et le collectif. Merci à tous les trois d'avoir contribué à ce tout premier débat du off de la Madi Keynote que l'on retrouvera bien sûr en replay dans les prochains jours pour celles et ceux qui nous regarderont dans les prochains jours. Nous poursuivons le off by Madi Keynote avec la prochaine séquence. Il s'agit d'un constructeur que nous allons accueillir dans quelques instants. Mais avant cela, je vous propose bien sûr de réagir à ce premier off by Madi Keynote avec le hashtag Madi Keynote. Je le disais il y a quelques secondes, nous allons partager le point de vue du constructeur avec celui qui est président du directoire BMW France. Il s'agit de Vincent Salimon. Bonjour Vincent Salimon, Bonjour immense Pierre. Plaisir de vous accueillir ici pour le tout premier off by Madi Keynote. Je le disais précédemment lors de ce débat, ce sera très intéressant, vous êtes très attendu pour partager le point de vue du constructeur, en l'occurrence BMW France. La question que j'ai posée préalablement, c'était de connaître le nombre de véhicules électriques qui circulent en France. 200 000 véhicules électriques circulent en France, quand dans un même temps, en 2019, le marché français a vendu 2,2 millions de véhicules diesel, essence. Allons-nous trop lentement, Vincent? Oui, globalement, le marché va trop lentement. Et alors, il est un petit peu difficile de comparer un parc avec un marché annuel parce que ce n'est pas tout à fait la même base. Mais globalement, 200 000, ce n'est pas assez pour le marché français. Et simplement pour le repositionner, c'est ce qu'a vendu BMW avec sa BMW i3. Uniquement avec une voiture dans le monde, on a vendu 200 000 voitures à fin 2019, exactement. Dans le monde entier. Donc très clairement, on ne va pas assez vite. Et le marché ne va pas assez vite. En revanche, chez BMW, on a commencé il y a très longtemps, en 2007, en fait, une stratégie d'électrification. Et aujourd'hui, ça représente l'électrification, donc les hybrides rechargeables et les voitures électriques, c'est 15% de non-vente. Donc on voit bien qu'il y a un potentiel, et il faut aller plus loin. Et Hervé Mathieu le disait tout à l'heure, il veut des voitures électriques, il veut des voitures électrifiées, et les constructeurs sont là pour pouvoir justement répondre à cette demande. Le président de la République a annoncé un plan de relance en faveur du marché de l'automobile avec un plan de presque 8 milliards d'euros. Le marché des véhicules électriques sera également concerné par ce coup de pouce. Une prime qui est passée de 6 000 avant le Covid-19 à 7 000 euros. Ouais. Comment avez-vous accueilli cette prime en tant que constructeur? Alors c'est 6 000 à 7 000 pour les particuliers, mais c'est même 3 000 à 5 000 pour les entreprises. Donc c'est important de le dire. Nous, on l'a accueilli de manière très positive, très clairement. Pourquoi? Parce que, 1, ça a été un plan très rapide, début juin, donc c'est important. 2, c'est un plan qui stimule, qui motive, qui accompagne la volonté de rouler électrifié. Ce n'est pas un plan punitif, donc ça c'est une très bonne chose. Et ensuite c'est un plan qui va permettre d'électrifier le parc, c'est ce qu'on cherche. Et c'est très important pour atteindre notamment les objectifs de baisse d'émissions de CO2. Le BMW Group s'est engagé à respecter les normes imposées par l'Union européenne à fin 2020 et dès aujourd'hui à fin 2021, parce que nous sommes en avance, parce que nous avons commencé très tôt. Mais il est important que les autres constructeurs accélère également. Il est important que le parc tout simplement accélère. Et vous, Vincent, en tant que constructeur, avez-vous mis en place un coup de pouce commercial pour les particuliers, les particulières qui souhaitent acheter un véhicule électrique? Alors, très clairement, oui. Bien évidemment, toute la prime va aux particuliers ou à l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'il peut y avoir une image aussi sur le fait que la voiture électrique est un petit peu chère, et en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Vous en parliez tout à l'heure avec Hervé Mathieu. Mais juste pour citer un exemple, donc BMW est un constructeur premium. Et il faut savoir qu'une BMW i3, aujourd'hui, avec les aides de l'État, pour un particulier, coûte 330 € par mois sans apport, sans aucun apport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un premier paiement. Et on est à 330 € par mois, ce qui est tout à fait compétitif. Mais l'accompagnement commercial qui est important ne concerne pas que la voiture, mais concerne le package global, en fait, tout simplement. Parce que quand on achète une voiture électrique ou une voiture hybride rechargeable, c'est ce qu'on appelle les voitures électrifiées, il est important de proposer un service, et vous en parliez tout à l'heure, et c'est très important, un service de recharge à domicile. Donc nous, on propose comme une option, comme vous achetez un toit ouvrant, vous pouvez tout à fait acheter une
borne de recharge, en fait une wallbox que vous installez à la maison et on propose absolument tout, la prestation de service, etc., ce que proposent des entreprises très compétitives comme Engie. Et il faut aller encore plus loin et notamment, vous parliez des bornes de recharge, on n'est pas encore à 100 000, on n'est qu'à 30 000, mais il est important que l'utilisateur puisse trouver la borne et payer facilement la recharge à n'importe quelle borne. Donc on a une société qui s'appelle ChargeNow, qui appartient au BMW Group et qui propose en France un accès à 25 000 bornes sur les 30 000 bornes. Donc avec une carte, avec un système de paiement, vous avez la possibilité d'aller recharger sur 85% des bornes qui sont présentes en France et l'information est disponible dans le GPS de la voiture, donc on peut s'y rendre très facilement. On va évoquer les réticences et les freins que nous présentions précédemment. 57% des Français pensent que dans 10 ans, le véhicule électrique sera véritablement installé dans le paysage automobile français et pour autant, il y a toujours autant de mythes autour de la voiture électrique. La voiture électrique serait a priori utile pour des trajets courts, mais serait incapable de proposer des trajets plus longs à cause de la batterie. Est-ce que voilà, vous avez des arguments qui iraient à l'encontre de ces mythes? Alors, le premier argument, c'est d'interroger les premiers 200 000 Français qui ont acheté une voiture électrique ou les premiers 200 000 clients BMW qui ont acheté une i3. Et la réponse, c'est que dans plus de 90% des cas, ils sont convaincus et ils réachètent une voiture électrique ou ils envisagent d'acheter à nouveau une voiture électrique. Donc ils sont vraiment convaincus. Maintenant, les autres arguments, c'est très simple. C'est qu'une voiture électrique, et on travaille beaucoup sur la formation auprès des équipes commerciales dans le réseau, une voiture électrique, ça ne s'achète pas uniquement avec la voiture, mais avec tous les services qui vont avec. Ça, c'est vraiment très important. Et puis le deuxième argument, c'est que la technologie avance très rapidement. Chez BMW, on en est à la 5e génération de batterie depuis 2013, 5e génération de batterie. Et juste un exemple, en fait, une voiture hybride rechargeable chez BMW aujourd'hui a la capacité de rouler en pur électrique, en 100% électrique, sur la distance. Aujourd'hui, avec un X5, on est à 80 km. Donc la distance qui correspondait à une voiture purement électrique il y a 10 ans. Donc c'est pour vous dire qu'en termes de capacité, en termes de technologie, on a bien avancé, on a bien progressé et on peut être rassuré. Mais à partir du moment où on achète une voiture électrique qui correspond à son usage, pour un commercial qui fait 40 000 km par an, très clairement, dans ce cas-là, il faut encore penser à un véhicule thermique. Alors l'hybride rechargeable, hein, c'est le positionnement que vous avez sur le marché de l'électrique. C'est Peter Nowak qui le disait, le membre du comité de direction de BMW. Qu'est-ce que l'hybride rechargeable? C'est la question qu'on a envie de vous poser. Parlez-nous un petit peu de... Alors, l'hybride rechargeable est complémentaire à l'électrique. Tout simplement, il faut être pragmatique. On peut rêver à 100% du parc en voiture électrique. D'abord, ce ne sera pas du jour au lendemain. Et ensuite, c'est complètement impossible parce que les usages sont complètement différents. Donc la politique du BMW Group est une politique qu'on appelle the power of choice, le pouvoir de choisir. Donc l'électrique est très important. Avant tout, vous l'avez dit, dans des zones urbaines, mais pas seulement. Et on aura un X3 qui sort en fin d'année et qui aura plus de 400 km d'autonomie. Mais c'est vrai que globalement, en usage urbain, il est bien de rouler en électrique. En revanche, lorsqu'on est en semi-urbain, ce que j'appelle le semi-urbain, c'est comme moi, j'habite en banlieue parisienne, je viens à Paris de temps en temps en centre-ville, et le week-end, j'aime bien partir aller faire du vélo en Normandie ou à 500 km de Paris. Eh bien, l'hybride rechargeable, dans ce cas-là, est parfait parce que je suis en zéro émission pendant toute la semaine de travail, quand je viens sur Paris. Et par contre, le week-end, je garde mes 600, 700 km d'autonomie qui me permettent de partir en toute sérénité à l'extérieur. Donc il est important de pouvoir proposer aussi cette offre et ensuite on a le thermique pour ceux qui roulent encore plus. Et j'aimerais prendre un exemple. J'ai eu la chance de passer 4 ans en Norvège. J'ai été président de la filiale norvégienne du BMW Group de 2010 à 2014 et vous savez que le marché norvégien est le marché le plus électrifié d'Europe, voire du monde avec la Californie. En Norvège, on vend 50% de voitures électriques et 25% d'hybrides rechargeables. Donc 75% du marché est électrifié pour 25% en thermique. Mais tout dépend aussi, de l'infrastructure, les bornes, il faut atteindre les 100 000 et même aller encore plus loin, et de l'usage du véhicule. En Norvège, on ne fait jamais plus de 200 km. À partir du moment où il faut faire plus de 200 km, en fait, l'infrastructure routière est tellement compliquée qu'on prend l'avion. Et en plus, il n'y a que des fjords, de l'eau et des pierres. Donc,
Pour un usage norvégien, on peut aller sur l'électrique facilement, 50% du marché. En France, il y a beaucoup plus de C'est une distance. façon pour vous de combiner le meilleur des deux mondes, c'est ça? Exactement. On est d'accord. Vous le résumez bien, Pierre. Vous allez présenter le nouveau dispositif BMW, les e-Zone, c'est cela, si je ne Oui, m'abuse. tout à fait. Voilà. Ça sera déployé en France à partir du mois d'octobre et dans 9 autres pays européens. C'est justement l'hybride rechargeable quand votre moteur thermique se transforme dans une zone urbaine en véhicule, en moteur électrique. Parlez-nous de ce dispositif que vous mettez en place. Est-ce que j'ai le droit de vous contredire? Ah En ben fait, oui, bien sûr, vous avez le droit. On Allez-y. va le lancer, mais non seulement on va, mais on l'a déjà le déjà cas. lancé, c'est déjà présent à Paris. Et en fait, c'est une fonctionnalité qui existe, qui est disponible aujourd'hui sur certains modèles BMW hybrides rechargeables. Et c'est la connectivité, c'est la fonctionnalité e-Drive Zone. Et le principe est très simple, c'est de rouler en thermique quand on a besoin d'autonomie et de passer automatiquement, ce n'est pas le conducteur qui décide, c'est la voiture qui décide, la technologie, de passer automatiquement en 100% électrique quand on rentre dans une zone de faible émission. En l'occurrence, dans le centre de Paris, ce sera valable dans 5 villes en France, vous l'avez dit, dans 9 pays européens. Et pourquoi nous avons lancé ça? Parce qu'en partenariat avec les gouvernants aussi, très clairement, et notamment en Hollande, en fait, les Pays-Bas avaient mis en place un système d'incitation fiscale sur les véhicules hybrides rechargeables et se rendaient compte que les utilisateurs achetaient la voiture hybride rechargeable pour économiser les taxes et sans recharger la voiture. Et c'est une hérésie d'acheter un hybride rechargeable et de ne pas recharger la voiture. Donc nous, on a travaillé avec le gouvernement, avec les responsables pour inciter les utilisateurs à basculer systématiquement en pur électrique. Et ça va même plus loin, c'est que si on part de banlieue pour arriver dans Paris, le système va automatiquement, avec le GPS, il saura qu'on va dans Paris, dans une zone de faible émission, il va automatiquement optimiser le roulage sur la période, sur le trajet en dehors de Paris, pour faire en sorte d'avoir suffisamment d'autonomie quand on rentre dans Paris. On assiste à un changement de paradigme assez radical dans l'automobile. La performance, il y a quelques décennies, était reine pour mettre l'innovation au cœur du développement du marché de l'automobile. Quelles sont les innovations que vous avez pu mettre en place? Je pense notamment avec la toute dernière en date, celle de Apple. Bien sûr. On est les premiers à proposer sur l'iPhone et sur l'Apple Watch la possibilité d'avoir une clé digitale. Donc la clé digitale, le principe, c'est de pouvoir rentrer, ouvrir la voiture, démarrer la voiture et surtout avoir la possibilité d'envoyer la clé digitale à un tiers qui n'a pas de clé de voiture pour pouvoir utiliser le véhicule. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité très importante. Il y en a plein d'autres. En fait, on travaille en permanence et il ne faut pas mettre en comparaison en fait, le thermique performant et la technologie. C'est commun. Il faut du thermique performant, il faut progresser en termes d'efficience sur les moteurs thermiques et aussi progresser en termes d'innovation technologique dans l'automobile. Ce sont les moteurs électriques, je vous l'ai dit, on est à la 5e génération, mais il faut penser également à la responsabilité sociale. Donc chez BMW, les moteurs électriques n'ont pas de terres rares, cette 5e génération de moteurs électriques n'a pas de terres rares. Et on parle beaucoup de batterie en ce moment, on parle beaucoup de cellules de batterie. Et chez BMW, on veut maîtriser l'intégration et le développement de la cellule de batterie. Donc on a créé un centre de compétences à Munich avec 200 ingénieurs qui travaillent sur l'intégration des cellules de batterie, sur nos batteries pour optimiser la performance des batteries dans nos véhicules. Et on le fait aussi avec une notion de développement durable. Donc on s'est engagé à acheter le cobalt de nos cellules de batterie et de nos batteries uniquement dans 2 pays qui s'engagent à respecter les droits humains, c'est le Maroc et l'Australie. Vincent, les startups sont très nombreuses à nous suivre en direct pour le Off by Matic Keynote. Et je suppose que comme tous les grands groupes, vous accompagnez, vous êtes challengés par celles et ceux qui souhaitent innover. Comment travaillez-vous avec les startups chez BMW France? Alors Hervé Mathieu avait raison tout à l'heure en disant qu'on a besoin d'être challengé en permanence, mais on a aussi besoin d'elle pour être plus réactif, être plus rapide qu'un gros groupe en termes de développement technologique. Donc nous, on a 3 approches principales en fait en partenariat avec les startups. La première approche, c'est à Munich. On a un startup garage qui est un incubateur de startups sur l'évolution de la mobilité et les innovations en termes de mobilité. D'ailleurs, pour des startups françaises, il y a 3 ans, on avait organisé les Tech Dates et les 3 meilleures startups, en tout cas sélectionnées par BMW, on les a envoyées à Munich pour travailler dans le startup garage, donc ça c'est important.
On veut aller plus loin que la mobilité, mais on va travailler sur la ville. Donc avec la marque Mini qui appartient au BMW Group, on a créé un incubateur, aussi un accélérateur qui s'appelle Urban X à Brooklyn, à New York. Et cet accélérateur travaille sur toutes les innovations permettant d'améliorer le cadre de vie urbain en ville, et pas uniquement dans la mobilité, c'est aussi l'habitat, c'est aussi l'amélioration de l'air, etc., etc. Et enfin, on a un troisième, alors ce n'est pas un incubateur, c'est une société de capital risque qui s'appelle BMW I Ventures, elle est en Californie, et on investit dans des startups qui innovent en termes de mobilité ou en termes d'amélioration de l'environnement. Et juste un exemple, on vient d'investir dans une société qui s'appelle Prometheus Fuel, et qui travaille sur le conditionnement ou l'amélioration ou l'intégration du CO2 et la capacité de fabriquer du carburant à partir du CO2 présent dans l'air. Et ce carburant sera très prochainement dans les stations-service américaines. Avis aux startups qui nous regardent, et c'est la raison pour laquelle on aime inviter ici dans le Off by Madi Keynote des grands groupes et des startups, des collaborations puissent survenir. On va vous poser la toute dernière question, celle que j'ai posée à mes précédents invités. Le mot de la fin, quel est l'avenir de la mobilité durable? Le mot de la fin de Vincent Saillimon, président de BMW France. Très clairement, la mobilité est indispensable et on doit tous travailler ensemble. C'est quoi? Ce sont les partenaires, les constructeurs automobiles, bien évidemment, les startups, les gouvernants également. Il est important qu'on travaille ensemble pour améliorer cette mobilité. Et l'objectif du BMW Group, c'est vraiment de faire en sorte que cette mobilité soit durable, mais nous avons besoin de cette mobilité. Et pour ça, justement, nous travaillons sur un livre blanc de la mobilité. Nous avons interrogé les usagers, parce qu'il est important de ne pas les oublier. On travaille aussi avec des experts de la mobilité. Et au mois de septembre, nous aurons l'occasion de présenter, de délivrer, de publier ce livre blanc à Paris, et vous êtes bien évidemment invités, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez être présent au mois de septembre pour délivrer ce livre blanc qui nous permettra d'avancer encore plus sur la mobilité durable. Merci Vincent Saillimon d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de BMW France. Nous allons poursuivre cette toute dernière séquence du Off by Madi Keynote avec la pitch session. Nous vous en parlions précédemment. Notre partenaire WeFound, le Startup Studio, va nous rejoindre et nous accueillons ici sur le plateau du Terminal 7 Gilles Debuchy, fondateur de WeFound. Bonjour à tous. Je suis très content de parler devant vous aujourd'hui pour refaire un petit peu d'histoire de notre relation sur la mobilité électrique avec Engie. 2 ans. Il y a 2 ans, on s'est posé pour la première fois cette question, comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut contribuer à la démocratisation de l'avènement du véhicule électrique en France. Et pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question? Problème de légitimité au départ, on peut se dire, pourquoi Engie, pourquoi WeFound? En fait, il y a 2 paradigmes qui arrivent avec le véhicule électrique qui changent sur le marché. Le premier, c'est le véhicule électrique s'accompagne d'un mouvement autour de l'usage plutôt que de la propriété. Et Engie est un opérateur de service qui fournit de l'abonnement. C'est aussi ce à quoi on réfléchit aujourd'hui avec WeFound et dans les startups qu'on a créées, tourner les choses autour de la notion d'usage plutôt qu'autour de la notion de propriété. Et puis la deuxième chose, c'est simplement le fait que le véhicule électrique, la grosse différence par rapport au véhicule thermique, c'est que la pompe à essence, elle est chez vous. Et donc, encore pendant beaucoup d'années, la plupart des recharges se feront à domicile. 90% aujourd'hui des recharges de véhicules électriques se font à domicile. Et donc, on voit bien l'importance d'un fournisseur d'énergie dans cet écosystème et dans cette manière d'utiliser le véhicule. Donc voilà, on s'est posé cette question et on s'est dit quels sont les freins, quelles sont éventuellement les solutions qu'on pourrait fournir. Et on a réfléchi pendant de nombreuses semaines avec des clients, des constructeurs, les équipes d'Engie, les labos de recherche, et puis notre petite équipe WeFound autour de ces sujets. Et finalement, au bout de ces quelques mois, on est arrivé à la conclusion qu'on pouvait faire 3 choses, apporter 3 types de solutions pour résoudre 3 freins. Le premier frein, c'est le problème principal, celui du prix. Et donc, on s'est dit que la bonne manière d'adresser le problème du prix pour sortir de prix qui sont au-dessus de 20 000 €, prime écologique déduite, c'était d'aller sur
le marché de l'occasion, d'essayer de le déverrouiller, de le démocratiser et de proposer, lié à ces véhicules d'occasion, des formules d'abonnement. Donc on y reviendra ensuite avec Green Move qui se présentera, qui présentera cette offre. Deuxième frein, c'est le frein autour de la confiance, du problème de la confiance dans l'objet batterie. Et l'objet batterie, c'est quelque chose qui est central dans le véhicule électrique, qui a peut-être beaucoup plus d'importance que ce qu'a le moteur, comparativement parlant, dans le véhicule thermique, en termes de poids économique, et a fortiori quand on parle de véhicules électriques d'occasion. Et donc, il faut rassurer le client sur la performance, la qualité de la batterie dans la durée, sa non-dégradation dans la durée. Donc, ça, c'est le deuxième frein qu'on a essayé d'adresser par la création de labels batterie. Et puis, le troisième frein, c'est le frein de l'usage au quotidien. Comment est-ce que je fais pour ne pas tomber en panne au bord de l'autoroute alors que je suis parti avec mes 2 enfants dans les places arrière? Comment est-ce que je fais pour, quand j'ai décidé d'aller à un endroit, avoir la certitude d'y arriver en maîtrisant ma consommation? Parce que le véhicule électrique a une différence par rapport au véhicule thermique, c'est que sa consommation peut être très variable suivant les conditions d'usage. Et donc, on a essayé de créer une solution qui permet au quotidien, aux clients, avec Antilope, donc, d'avoir cette réponse sur le bon usage du véhicule, quelle consommation, pour quel usage, de manière à partir en toute sérénité. Voilà. Donc, je vais passer rapidement la main maintenant à Aurélien, qui va vous parler de Green Move, qui est le projet qu'on a lancé en premier avec Engie. Voilà. Merci. Je suis ravi d'entamer cette séance de pitch avec vous. Pour rebondir sur les échanges qui ont eu lieu ce matin, il est effectivement devenu urgent de trouver des solutions pour rendre notre mobilité plus durable. Et ceci dans un contexte où, comme moi, vous avez probablement observé que dans les grandes villes, un certain nombre de personnes hésitent de plus en plus à utiliser les transports en commun, parfois saturés, voire perturbés, et ont donc tendance à utiliser et privilégier leur voiture personnelle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce mode de transport individuel? Eh bien, la voiture électrique est une bonne solution, probablement parmi d'autres à plus long terme, et les annonces qui ont été mentionnées ce matin du gouvernement dans le plan de relance automobile vont effectivement dans le bon sens. Seulement voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais une voiture électrique neuve coûte sensiblement plus cher que son équivalent en essence ou en diesel. Alors vous me direz, oui mais les aides dont vous avez parlé ce matin, elles sont là pour compenser ça. Oui certes, mais uniquement de manière partielle et pas de manière pérenne, qui est un point qui a été encore une fois rappelé de multiples fois ce matin. Chez Green Move, on s'est fixé la mission de durablement permettre à un maximum de personnes de rouler en voiture électrique, et notamment ceux qui ont besoin d'utiliser leur voiture tous les jours et à qui on fait souvent un procès un peu facile en inconscience écologique. Pour y arriver, notre conviction, c'est qu'il faut absolument déverrouiller le marché du véhicule électrique d'occasion pour rendre les prix du véhicule électrique globalement accessibles. Pourquoi j'utilise le terme déverrouiller? C'est que probablement si demain vous vous retrouvez devant un véhicule d'occasion électrique, vous allez vous poser les mêmes questions que quiconque et vous allez vous rendre compte à quel point chacune de ces questions est un frein pour franchir le pas. Premier point, est-ce qu'une voiture qui a 3 ou 4 ans peut correspondre à mon usage alors qu'on constate une évolution technologique permanente et que finalement on peut allumer la télé et voir des constructeurs qui annoncent des autonomies de plus en plus importantes. Deuxième chose, est-ce que je peux avoir confiance dans le moteur et dans la batterie électrique d'un véhicule d'occasion? Et ensuite, parce que effectivement, avec l'électrique, on dépasse largement le seul prisme de la voiture, comment est-ce que je vais pouvoir me recharger? Et enfin, dans quelle mesure je vais pouvoir ne pas avoir peur de finalement entamer un trajet que je ne connais pas bien sans avoir la peur au ventre de tomber en panne sèche? Sur toutes ces questions, l'accompagnement des acteurs traditionnels est relativement limité. Et donc chez Green Move, on s'est mis comme mission de vous accompagner sur toutes ces problématiques et en premier lieu, la compréhension de votre usage et le choix avec vous de la voiture qui correspond à vos besoins réels. Je me permets de rappeler qu'en fait 90% des déplacements urbains et périurbains, c'est moins de 30 km par jour. Donc concrètement, ça veut dire qu'une voiture qui a 3-4 ans en bon état, même si elle n'affiche que 120-150 km d'autonomie, elle permet de couvrir largement la plupart de ses usages.
Ensuite, on utilise à la fois l'occasion et la location longue durée pour rendre les prix accessibles. Par exemple, à partir de 148 € par mois, vous pouvez rouler chez Greenmove avec une Zoé d'occasion en très bon état. Et on vous aide à encore abaisser ce coût-là en identifiant avec vous est-ce qu'il y a un certain nombre d'aides plus locales ou régionales dont vous pouvez bénéficier. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône en ce moment, 5 000 € complémentaires sans condition de ressources. Ensuite, on vous rassure sur la qualité de nos véhicules, avec notamment 96 points de contrôle, dont certains spécifiques à l'électrique, et avec un point central qui est le test et la certification de toutes les batteries de tous nos véhicules. On vous accompagne sur le choix de la bonne solution de recharge pour vous, avec des liens forts avec notre partenaire Engie, avec qui nous lançons actuellement une offre LLD d'occasion et borne de recharge et solutions de recharge au sens large. Et enfin, globalement, on essaye de vous accompagner sur votre usage au sens large et notamment l'appropriation de la gestion de l'autonomie. Si vous hésitez encore, on vous permet de tester avec ce qu'on appelle la location moyenne durée, c'est-à-dire des locations entre 3 mois et 12 mois, qui vous permettent sur un temps relativement limité de vérifier est-ce que le véhicule électrique est fait pour vous. Je vous invite à aller voir notre site greenmove.fr ou à appeler nos conseillers qui se font un plaisir de répondre à toutes vos questions. En résumé, vous l'aurez compris, chez Greenmove, on vous propose un accompagnement intégral sur tous les sujets liés à l'électrique, dans un process complètement digitalisé par téléphone et avec des partenaires qui nous aident à rendre le meilleur service, comme par exemple la livraison à domicile ou la certification de tous nos états des lieux par un tiers de confiance. La confiance est effectivement un élément très important pour nous et on est ravis de l'instaurer avec des partenaires comme la Belle Batterie qui nous certifient l'ensemble de nos véhicules sur la batterie. Et je vous invite à accueillir Guillaume pour vous présenter ça. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Guillaume Hébert. Merci Aurélien pour cette introduction. Je vais essayer de remplacer Marin qui malheureusement n'a pas pu venir pour vous présenter la Belle Batterie. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour regarder ces deux annonces de véhicules électriques d'occasion qu'on peut trouver facilement sur Internet et qu'on essaye de comprendre un peu la différence. Alors, visuellement, ce sont les mêmes véhicules, c'est le même modèle, même kilométrage, même âge, donc ça paraît être la même chose, ils sont même vendus au même prix, et pourtant, il existe une différence majeure entre ces deux véhicules, et ça se situe sous le capot. Il s'agit de l'état de santé des batteries. Ah, si ma slide ne marche pas, voilà. Donc vous voyez, sur deux véhicules identiques, il y a une différence, ce qui se trouve être l'état de la batterie. Alors en fait, dans le temps, les batteries peuvent perdre en performance. Elles peuvent perdre en puissance, elles peuvent perdre en autonomie. C'est un phénomène tout à fait naturel pour les batteries lithium-ion. Un peu comme le corps humain, ça s'appelle le vieillissement. Et le vieillissement des batteries, on l'a tous déjà connu avec nos téléphones portables. On s'est tous déjà rendu compte qu'au bout de 2 ou 3 ans, nos smartphones ne tenaient plus trop la charge, voire se coupaient de manière inopinée. Et bien avec les voitures électriques, on a à peu près le même problème, sauf que là c'est quand même plus préoccupant parce que réparer ou remplacer la batterie de voiture électrique peut coûter plus de 10 000 €. 10 000 € pour réparer la batterie d'une voiture qu'on vient d'acheter 13 000 €, c'est quand même un peu dommage. Or, si le vieillissement est inévitable, la vitesse de vieillissement ne va pas forcément être la même selon l'usage qu'on va faire de la voiture électrique. Par exemple, l'autoroute, les charges rapides, les fortes chaleurs peuvent accélérer le vieillissement d'une batterie. Et donc c'est pour ça que quand on souhaite acheter une voiture électrique d'occasion, eh ben, c'est très important de savoir ce qu'on achète et d'avoir de la transparence sur l'état de la batterie. Et c'est justement là qu'on intervient avec la Belle Batterie et le tout premier certificat batterie. Alors concrètement, un certificat batterie, qu'est-ce que c'est ? C'est un document objectif qui certifie l'état de santé d'une batterie à un certain moment. C'est un document dans lequel on va avoir des informations précises, détaillées et expliquées pour que tout le monde puisse comprendre l'état réel de la batterie de la voiture qu'il souhaite acheter, par exemple sur Le Bon Coin ou ailleurs. Eh bien, la promesse qu'on a pour nos clients avec ce certificat batterie qu'on vend 49 €, nos clients qui sont les propriétaires de voitures électriques, qui sont les vendeurs, c'est de vendre plus facilement et de vendre plus rapidement leurs véhicules électriques d'occasion, puisqu'ils vont rassurer leurs acheteurs. Finalement, avec la Belle Batterie, on se positionne comme un tiers de confiance entre les acheteurs et les revendeurs de véhicules électriques d'occasion. Alors, comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on obtient son certificat ? Eh bien, là aussi, c'est très simple, parce qu'on a développé un process de diagnostic à distance qui permet à nos clients de réaliser eux-mêmes le diagnostic de leur batterie
directement depuis chez eux et en 5 minutes seulement. Donc, pas besoin de se rendre chez un professionnel ou dans un garage. Il vous suffit d'aller sur notre site internet www.labelbatterie.com et d'acheter en ligne votre certificat. Pour ça, on a développé une application et un kit, le kit Label Batterie, qui comprend tout ce qu'il faut pour vous accompagner étape par étape dans l'obtention de votre certificat. Le kit, vous pouvez le voir en haut à gauche de vos écrans. Il comprend un boîtier à brancher sur la prise diagnostique de votre voiture. On vous explique où et comment dans le tutoriel qui est fourni dans le kit. Vous raccordez ensuite votre voiture à l'application grâce au boîtier qui émet en Bluetooth. Vous lancez le diagnostic. Nous, on récupère l'ensemble des informations qui nous permettent d'interpréter l'état de santé de votre batterie. Et on vous renvoie par la suite, en version papier et en version numérique sécurisée, votre certificat. Enfin, Label Batterie fait en fait partie d'un écosystème de services plus grand que nous sommes en train de développer avec notre startup Batteries for People. Nous avons l'intention de développer d'autres services autour des batteries. Et le premier de ces autres services qui a vu le jour récemment, c'est Antilope. On en parlait tout à l'heure. Et j'aimerais bien maintenant prendre un peu de temps pour vous présenter Antilope. Alors, Antilope, c'est l'application d'itinérance spécialement conçue pour les conducteurs de véhicules électriques qui délivre la meilleure prévision de consommation. On l'a dit tout à l'heure, la prévision de consommation, c'est quelque chose de très important. C'est un des grands pain points de la mobilité électrique. Et donc, avec Antilope, vous allez pouvoir programmer des trajets avec la certitude de ne jamais tomber en panne sèche, de toujours avoir assez d'électricité dans votre voiture pour arriver à destination. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui impactent la consommation d'un véhicule électrique. On va d'abord avoir tout l'environnement du trajet, la météo, le trafic, s'il y a des dénivelés. Et puis, on va aussi avoir des facteurs qui dépendent de vous, de votre voiture et de l'état de votre batterie. Et donc, c'est pour ça que c'est très compliqué de faire de la prévision fiable de consommation pour un véhicule électrique. Et c'est justement ce qu'on fait avec Antilope. On est très fiers aujourd'hui d'être les meilleurs dans ce domaine. Alors là, vous me demanderez pourquoi est-ce que c'est si important finalement d'avoir une précision fiable de la consommation. Eh bien, s'il y a parmi vous des conducteurs de voitures électriques, vous le savez déjà, c'est parfois angoissant de prendre la route sur un trajet qu'on n'a pas l'habitude de faire, soit parce que c'est quelque part où on n'est jamais allé, soit parce qu'il fait extrêmement froid ou chaud, ou alors parce qu'on est aux heures de pointe. C'est très angoissant de partir sans savoir si on va avoir assez d'électricité pour faire notre trajet, si on ne va pas tomber en panne sèche, ou s'il va falloir prévoir un arrêt et donc prendre 1 heure, 2 heures de retard. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les seuls outils qui existent pour projeter sa consommation, c'est globalement la jauge d'électricité, un peu comme une jauge d'essence qui est au tableau de bord, mais qui évidemment ne prend pas du tout en compte les conditions réelles du trajet à venir. Puis on a aussi sur le marché d'autres outils, mais qui sont peu fiables. Et donc, résultat, on prend parfois entre 20 et 25% de marge pour faire certains trajets dans des conditions exceptionnelles ou des trajets qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et donc, c'est 20 à 25% d'autonomie en moins, de distance en moins qu'on pourra parcourir. Et nous, avec Antilope, on pense qu'avec un outil extrêmement fiable qui vous dirait oui, ce trajet, vous pouvez le faire, vous allez arriver avec 7% d'autonomie restante, mais vous allez arriver, eh bien, on peut se rassurer et prendre la route, l'esprit serein, en étant sûr de ne jamais manquer d'électricité. Mais pour ça, il faut que la précision soit au rendez-vous, au pourcent près, et à chaque fois. Et c'est ça justement la promesse d'Antilope. On est très fiers aujourd'hui de tenir cette promesse pour la quasi-totalité de nos utilisateurs et des trajets demandés, principalement sur la BMW i3 qui fait partie de nos meilleurs scores. Et donc c'est ça qu'on développe vraiment avec Antilope, c'est cet outil de très grande précision. Mais comment est-ce qu'on atteint justement un tel niveau de précision ? Eh bien, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, on se sert de l'expertise batterie qu'on a développée avec notre startup Batteries for People, j'en ai parlé tout à l'heure, qui nous a aussi servi à développer Label Batterie. Ensuite, on a développé des modèles de consommation exigeants qui ont ensuite été testés en conditions réelles, en équipant des voitures électriques de capteurs.
Et enfin, et ça c'est une des grosses valeurs ajoutées d'Antilope par rapport à ses concurrents, c'est qu'avec Antilope, on est capable de mesurer notre erreur. En fait, on propose à nos utilisateurs de relier Antilope à leur compte constructeur. Vous savez, c'est les My Renault, My BMW Connected Drive, etc. Et donc avec Antilope, on a accès à distance à l'état de charge réel d'une voiture électrique. Donc on connaît l'état de charge en début de trajet, on connaît la prévision d'Antilope pour le trajet renseigné, et on connaît l'état de charge réel de la voiture en fin de trajet. Et donc on est capable de trouver le delta, de trouver l'erreur entre la prévision et la consommation réelle. Et donc derrière, on développe des modèles de machine learning qui vont améliorer continuellement Antilope et faire de cette application une application intelligente et qui s'adapte et qui s'améliore pour tous nos utilisateurs. Voilà pour Antilope et pour la belle batterie. Et je conclurai par ça avec ces deux services-là. Il y en a d'autres qui viendront. Notre volonté, c'est de créer des outils, des clés pour les professionnels et les particuliers pour appréhender au mieux la transition écologique de notre mobilité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur notre site internet pour la belle batterie, c'est www.labellebatterie.com. Antilope, c'est antilope-app.com. Et n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, on est là pour y répondre. Je vous remercie. Merci Guillaume, merci pour ce pitch, merci pour cette présentation Merci à vous. d'Antilope. C'est ainsi que nous allons fermer ce premier Off by Mady Kinote, l'occasion de remercier nos partenaires. Merci à WeFound, merci à Engie, merci à tous nos intervenants qui, on l'espère, vous ont inspiré, vous ont donné envie de nous suivre et de rejoindre le mouvement de l'avenir de la mobilité durable. Je vous le salue également pour vous qui êtes chez vous, vous qui nous suivez en direct, et pour les autres qui nous suivront dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, en espérant vous revoir très prochainement pour de prochains Off by Mady Kinote. Excellente journée à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.